Surtout quand on n'a pas Synthol liquide. Ça aussi, ça fait mal un coup. Et du gel Synthol, il n'en a pas non plus, le pauvre. Synthol, ça fait du bien là où ça fait mal. Synthol est un médicament pas en dessous de 7 ans. Soldats du feu, une magnifique collection de figurines en plomb qui reproduit avec une qualité exceptionnelle les plus grands pompiers du monde d'hier et d'aujourd'hui. Le numéro 1, le pompier français, une partie de la pompe à bras et le fascicule, 3,95 €. Del Prado Qualité. Aquaref Barilla, le numéro 1 des pâtes en Italie. D'une authentique sauce italienne. Pesto alla genovese Barilla e aussi pesto alla calabrese, pesto alla siciliana, sauce basilico, sauce olive. Sauce Barilla, plus de 100 ans de passion pour les pâtes. Andorre, étrangement proche. Andorre, terre des princes. Bonjour, quand préférez-vous vos Werther's originales? Moi, quand je suis dans ma voiture, Et pourquoi les Werther's? je les aime depuis toujours. Werther's Original, riches et crémeux, ils sont tout simplement bons. Ils ont vraiment quelque chose en plus. L'énergie de vous suivre. Butagaz. Coupe de la Ligue, 8e de finale. Demain, France 3 vous offre le plus beau défi dans le chaudron du stade Vélodrome. OM Créteil-Lusitanos. Le gros contre le petit. C'est l'exploit à portée de pied sur la pelouse de l'Ogre phocéen. Marseille-Créteil en Coupe de la Ligue, demain à 20h55 et Guingamp-Nantes dimanche à 14h50 en direct sur France 3. Thalassa sur France 3. Aimer et respecter la nature avec les centres Leclerc. C'est une nation de marins qui n'avait pas d'autre issue que le large pour échapper à son destin. À la pointe extrême de l'Europe, le long des 800 km de côtes très variées, face à l'Atlantique, le Portugal est un pays de défricheurs d'océan, un pays de soleil et de lumière blanche. Un pays aux mille et une histoires, histoires mouvementées d'aventures maritimes et d'exploration. Première puissance européenne à se lancer il y a plus de 5 siècles à la conquête des mers, le Portugal compte aujourd'hui 10 millions d'habitants. De l'archipel des Açores aux rives du Tage à Lisbonne, c'est un pays riche de souvenirs, un pays de poètes, là où finit la terre et où commence la mer. Bonsoir, c'est du Cabo da Roca, l'une des pointes les plus à l'ouest de la péninsule ibérique, que Thalassa vous propose ce soir une escale le long des côtes du Portugal. Un cap qui voit passer tous les navires qui remontent vers l'Europe du Nord,
une côte magnifique qui n'est pas à l'abri des pollutions du large. Mais pour commencer, Yves, la découverte d'une ville, ou plutôt une rencontre. Cette ville, c'est Lisbonne, une capitale atypique qui a su rester à échelle humaine, très loin de l'image impersonnelle que véhiculent la plupart des grandes métropoles. Lisbonne, c'est une ville du Sud, on vit beaucoup dehors. C'est une ville imprégnée également d'une réelle ambiance maritime, puisque tout au long des journées, les bateaux circulent sur le Tage. Ça, c'est, je dirais, la première impression, une vision générale. Pour saisir toutes les subtilités, toutes les particularités de ce lieu attachant, nous avons décidé de placer nos pas dans ceux d'un enfant du pays. Il s'appelle Antonio Jorge Gonçalves. C'est quelqu'un qui a appris à regarder et à écouter. Du haut de ces collines, la ville a longtemps dominé le monde. Lisbonne était alors la capitale d'un empire maritime qui s'étendait sur tous les océans, jusqu'en Afrique et en Asie. Pour Antonio Jorge Gonçalves, Lisboète, amoureux de sa ville, l'empreinte du passé est toujours là, qui fait de Lisbonne un lieu à part. Pour moi, Lisbonne, c'est un lieu de transition entre le nord et le sud. Cette ville, elle est tournée vers le Nouveau Monde alors qu'il y a la mer entre eux. De ce fait, le Nouveau Monde n'existe pas. C'est seulement une ligne à l'horizon. Le Nouveau Monde, on l'imagine au-delà de cette ligne, mais il n'est pas vraiment présent. Antonio Jorge Gonçalves est un promeneur professionnel. Chaque jour, rituellement, ses pas le conduisent dans un quartier différent. Alfama, l'ancienne ville arabe, est l'un de ses lieux de prédilection. Là, pendant des heures, il va pouvoir capter l'ambiance, des rues, des visages, des réflexions. D'une main nerveuse, il noircit les pages de ce carnet qui ne le quitte jamais et qui raconte, jour après jour, la vie d'un quartier. Alfama, c'est un quartier dont les rues sont très étroites. C'est très facile de s'y perdre, c'est un labyrinthe. Il y a aussi un côté un peu burlesque à Alfama. Les gens vivent sur le pas de leur porte, fenêtres ouvertes, et quand on marche dans ces rues, on arrive à être très proche de la vie des gens. On entre dans leur vie. De ces dessins de lieux et de personnages volés au coin d'une rue, vont naître ensuite d'autres lieux et d'autres personnages. Antonio est dessinateur de bande dessinée. Dans ses albums, la réalité et la fiction se mélangent, se marient, au gré de son imagination. Alors, tout devient possible, comme cette image de la place du commerce, envahie par les eaux du Tage. Quand les Romains occupaient Lisbonne, le niveau des eaux était nettement plus haut, au point que toute cette partie de la ville basse était inondée. Après, le niveau du fleuve a baissé au fil des siècles. Ça, c'est l'idée de départ. Ensuite, j'ai joué sur le fait que la place du commerce ressemble beaucoup à la place Saint-Marc à Venise. Et au final, ça m'a donné l'idée de mélanger Lisbonne et Venise en mettant des gondoles à Lisbonne. Discret et pourtant omniprésent, le Tage, c'est l'autre visage de Lisbonne. Les quais sont des endroits où l'on ressent la nostalgie du départ et de l'arrivée. Ce sont des lieux où arrivent les biens de consommation, mais aussi les immigrants clandestins. Durant le fascisme, ces endroits étaient associés au départ des troupes vers le continent africain, puis au retour des soldats morts dont les cercueils arrivaient la nuit. Je crois vraiment que le Lisboète ressent ce mouvement de départ et d'arrivée qui vient de la mer.
Il y a toujours ce côté très théâtral des grues, avec leurs bras immenses, de ces figures énormes, de ces araignées, de ces insectes. Il y a toujours un mouvement d'entrée et de sortie. Et il y a ces reflets de la mer, du fleuve. J'aimerais beaucoup avoir chez moi un cadre où il y aurait juste ce mouvement de l'eau. Ce serait vraiment plaisant à voir. 5 siècles après les grandes découvertes, le fleuve rappelle toujours aux visiteurs la vocation maritime du Portugal, celle qui avait permis à Lisbonne de devenir le port le plus riche d'Europe, une ville grouillante de vie. Puis peu à peu, au fil des siècles, chaque époque a laissé sa marque, son empreinte, sans effacer totalement les précédentes. Aujourd'hui, elle cohabite tant bien que mal dans cette cité cacophonique. Dans les pas d'Antonio, on gravit des collines qui sont autant de quartiers. Chacun a sa vie propre, un peu comme un village. Puis des tramways poussifs nous conduisent sur les hauteurs de la ville. C'est le Barrio Alto, devenu depuis une vingtaine d'années le royaume de la nuit. C'est d'ailleurs la dernière étape de notre balade qui s'arrête chez Micas, l'ami d'outre-mer. L'un de ces rendez-vous nocturnes qui pullulent désormais à Lisbonne. Je pense qu'on a déjà vécu d'une manière plus intense quand la nuit a explosé à Lisbonne, c'était dans les années 80. Il y a une époque où la nuit était liée à des notions de transgression et de différence. De gens qui ne voyaient pratiquement jamais la lumière du jour et dont on aurait dit que la nuit les avait recouverts d'un voile qui leur permettait de se révéler. Maintenant, avec la démocratisation et la banalisation de la nuit, c'est devenu une industrie de l'alcool et de la drogue. Les gens viennent s'halluciner un peu, mais c'est devenu un réflexe mécanique. Autre couleur, autre visage, mais c'est toujours Lisbonne. Au bord de l'estuaire du Tage, Lisbonne fut au temps des découvertes la capitale commerciale du monde. Posté ici, en 1497, on aurait pu voir Vasco de Gama partir découvrir la route des Indes à la tête de ses navires. Car l'histoire du Portugal est indissociable de son aventure maritime. Des découvertes, des conquêtes, des batailles, des déceptions aussi, une véritable épopée qui, 5 siècles plus tard, continue de nous faire rêver. D'un siècle à l'autre aussi facilement qu'il enjambe les frontières, que ce soit dans sa vie ou bien dans ses livres. Gilles Lapouche, c'est un peu un découvreur d'histoire. Il chine du Danemark au Brésil, dans les livres, dans les cartes, des histoires de pirates, d'aventuriers, de traceurs de frontières. J'ai beaucoup de livres, hein, partout, mais je suis aussi perdu pour les retrouver que les Portugais quand ils étaient dans la forêt amazonienne et qu'ils ne savaient plus où était le nord ou le sud. Alors de temps en temps, j'en retrouve un, et ma documentation, c'est comme ça. Le hasard intervient beaucoup quand même. Des fois, comme ça, je saute un siècle sans m'en rendre compte parce que je me suis trompé de livre. Bien avant d'aller se perdre en Amazonie, au tout début du XVe siècle, les Portugais sont un peu moins d'1 million. Ce sont des gens pacifiques, bien rangés, tout en long dans un petit coin de l'Europe. Un pays tout petit, qui en à peine plus d'1 siècle va découvrir le monde. Le Portugal, c'est l'extrême point de la terre vers le rien, vers l'inconnu. Et il y a très peu de terre au Portugal, et il y a beaucoup de mer. Donc ils sont comme ça au balcon depuis toujours. Et il y a tout le rêve quand même, tout le rêve de découverte de toute l'Europe et de toute l'Asie d'une certaine manière, puisque le mouvement part d'Asie quand même, qui pèse sur les épaules du Portugal depuis toujours. Ils sont là, ils ont une espèce de vertige devant la mer, et il faut absolument qu'ils y aillent.
Le grand dessein des premiers navigateurs, c'est d'arriver à rejoindre les Indes par la mer. Pour cela, il faut contourner l'Afrique. C'est un temps où l'on croit dur comme fer que la terre a des bords. On croit aussi que quelque part, sûrement très loin, au-delà de la mer, il y a le paradis terrestre. L'inconnu, finalement, pour eux, ça n'est pas ce qui serait pour nous l'inconnu, c'est-à-dire l'immense Atlantique, ce sont les côtes de l'Afrique. En particulier, ils ont peur quand ils arrivent vers l'équateur. Ils ne savent pas ce qu'il y a. Il y en a qui disent, il n'y a rien, donc on va tomber. Et ça dit, nous sommes à la fin du Moyen-Âge. On ne sait rien de toutes les découvertes qui sont succédées pendant un siècle après. Ils disent, on va tomber. Alors ils ont très peur. D'autres disent, il y a des aimants au fond de la mer et ça va avaler nos bateaux. Et puis les troisièmes disent, mais plus on approche de l'équateur et plus la mer est chaude et à l'équateur elle bout, la mer. Donc on va bouillir. Plus les fantasmes encore d'ébouillantement d'anthropophages, tout ça fait que pour arriver à gagner 100 000, 200 000, ça a été très très long toujours. Le paradis ou l'enfer, non seulement les marins ne savent pas où ils vont, mais sur l'eau ils ne savent jamais où ils sont. Ils ne connaissent pas la longitude, ils ne peuvent donc se situer que par rapport à l'équateur, plus au sud ou plus au nord. Et comme ils n'ont pas non plus d'horloge, ils n'arrivent pas à faire le point. Alors ils se trompent, parfois de la largeur d'un océan. Cabral, c'est un grand amiral, on lui donne 13 navires pour descendre l'Afrique, tourner autour du cap de Bonne-Espérance, qu'on avait d'abord appelé le cap des tempêtes d'ailleurs, mais là maintenant on dit cap de Bonne-Espérance, et remonter vers l'océan Indien et ce Cabral, il dit, bon, ben d'accord, il part avec ses 13 navires, et puis au bout d'un moment, il tombe sur une terre qu'il ne connaissait pas, c'est le Brésil. Donc c'est en cherchant à tourner l'Afrique pour aller en Inde qu'on trouve le Brésil, ce qui est quand même complètement incohérent. Il y a 4 continents qui sont une espèce de formidable jeu de Colin-Maillard. Dans tous les voyages de découverte, ils se trompent tous. À chaque nouvelle expédition, le monde s'agrandit, même si on ne sait pas très bien dans quelle direction. Et à bord, il y a toujours un cosmographe pour en redessiner les formes, en repousser les frontières, comme il peut. Il fait des cartes, des mapas, comme on dit au Portugal. Il y a la mappa et la mappa real. Alors, la mappa, c'est une carte que tout le monde peut se procurer d'ailleurs. Mais elle n'est pas vraie, cette carte, pas tout à fait vraie. Et il y a, disent-ils en tout cas, et tout le monde le croit, il y a quelque part à mappa real, la vraie carte. Et cette carte réelle, on ne sait pas où elle est. On dit non, on ne sait pas, le gouverneur doit l'avoir. En vérité, le gouverneur ne l'a pas non plus. Le gouverneur, il va dire non, c'est à Lisbonne qu'on peut trouver la mappa real. Et à Lisbonne, on cherche et il y a un très haut fonctionnaire qui dit non, non, c'est pas moi. Et finalement, c'est le roi. Et même le roi ne l'a pas. Donc c'est probablement Dieu, le bon Dieu, qui possède la carte réelle. Et ça, c'est toujours cette espèce d'angoisse que les hommes ont de toucher au travail de Dieu. La map, elle peut dire n'importe quoi pratiquement. Donc déjà qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, ils peuvent inventer aussi ce qu'ils veulent. Il y a même un cosmographe, un géographe, c'est un Français celui-là, qui est piqué par une araignée en Guyane et il perd la vue. Mais s'il le dit à Versailles, il va perdre non seulement la vue mais son job et il ne le dit pas. Donc il fait une carte en aveugle. Évidemment, elle n'était pas tout à fait juste. Mais comme les autres n'étaient pas justes aussi, on s'en est pas rendu compte. Quand ils arrivent au Japon, au milieu du XVIe siècle, les Portugais ont redessiné les contours du monde.
Et puis de leur voyage, ils ont aussi ramené un peu de ce paradis dont ils avaient rêvé. Qu'est-ce qu'ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des choses très très importantes, comme produits je veux dire, des choses très importantes, mais qui sont presque irréelles. Vous avez l'or bien entendu, mais à part ça vous avez les épices. Les épices c'est rien, l'épice, hein. C'est pas une grosse production comme le blé, comme... ils cherchent la teinture. Par exemple, le bois Brésil, qui est la première grande production brésilienne, c'est simplement du rouge, une teinture rouge, que les forêts brésiliennes font à l'état de nature, et grâce à ce rouge, toute l'Europe de la Renaissance va avoir des fêtes somptueuses parce qu'il y aura des écarlades de toute beauté grâce au Brésil. Donc tout cet énorme remuement d'hommes, toutes ces morts, tout ça finalement, c'est pour du parfum, des épices, des pierres précieuses. Donc c'est la beauté du monde d'une certaine manière qu'on va chercher. La beauté, le charme, la volupté du monde, et on monte des expéditions pendant des siècles pour se repaître de cette beauté. Tourisme oblige, l'Algarve est de loin la région la plus connue du Portugal. C'est aussi celle qui a payé le plus lourd tribut au développement balnéaire, puisque chaque année, entre plage et béton, ils sont des millions à se ruer sur cette portion de littoral. Et pourtant, à quelques encablures seulement de l'Algarve, tout au sud du Portugal, existe un véritable havre de paix. Là, les habitants de Coulatra vivent épargnés de tout, à leur rythme, insensibles au bruit et à la foule, presque hors du temps. A gasolina? Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. J'arrive jamais à m'échapper. Il faut toujours aller chercher de l'essence, payer le téléphone, l'électricité. C'est vrai que là où vit Macaron, il n'y a ni bureau de poste, ni pompe à essence. Il n'y a pas non plus de journaux. Pourtant, il n'habite pas très loin de la ville, à une quinzaine de minutes à peine en bateau. Il vit dans la lagune, sur une île, à Coulatra. Coulatra, c'est l'île la plus au sud du Portugal. Une petite communauté d'environ 900 habitants, avec 7 bars, presque toujours pleins, 3 épiceries, une école primaire, une garderie, un club de foot. Personne ne sait vraiment depuis quand l'île est habitée. On raconte qu'autrefois, elle était peuplée de chiens et qu'on y envoyait les lépreux pour qu'ils y fassent lécher leurs plaies. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de chiens, mais il y a surtout des gens qui vivent tranquillement au rythme des marées. Comme à chaque grande marée, une bonne partie des habitants s'affairent dans les viviers, juste à côté de l'embarcadère. Chacun s'occupe de son petit bout de terrain avant que l'on ne remonte. Ils font leur marée, comme on dit ici. Nous, on ramasse les palourdes pratiquement depuis notre naissance. C'est ça l'économie de l'île. Mais nos enfants, eux, ne veulent pas de cette vie-là. Je retourne la terre. C'est pour que les palourdes grossissent plus vite.
C'est comme dans l'agriculture, il faut retourner la terre pour cultiver. Ce terrain, c'était à mon père, d'ici à là. Mais comme on était 9 enfants, chacun en a eu un petit bout à sa mort. Le vivier de Zepat est l'un des 128 viviers recensés sur l'île. Depuis que la palourde est devenue un business, les concessions se sont multipliées dans toute la lagune. 90% des palourdes portugaises viennent de cette région. Moi, j'ai été pêcheur pendant 40 ans. Maintenant, je m'occupe du vivier et c'est bien. Je préfère ça. La mer, c'est dangereux. Il faut sortir au large et il y a des vagues. Des fois, on part et on ne revient pas. Zepat travaille surtout au vivier pendant la haute saison, en été. Le reste du temps, c'est Domingos qui s'en occupe. C'est lui le spécialiste. Je fais que ça depuis 6 ans. Avant, j'étais pêcheur. Maintenant, je m'occupe des viviers. Regarde la corne, là. C'est le couteau. On récolte quand on a une commande. Si c'était tous les jours, ce serait bien. Ça ferait un salaire fixe. L'île de Culatras, c'est l'une des 5 îles qui forment la Ria Formosa, la plus grosse lagune du Portugal. 5 longues bandes de sable qui s'étendent parallèles à la côte sur 60 km entre la ville de Faro et la frontière espagnole. Culatra est la seule de ces îles qui soit habitée toute l'année. Pour aller jusqu'à Olian, la ville d'en face, il y a le ferry 5 à 7 fois par jour selon la saison. Le matin, beaucoup en profitent pour aller faire leurs courses sur la terre ferme. Vania, elle, fait l'aller-retour tous les matins. Elle part avec le ferry de 9h30 et revient par celui de 11h jusqu'au siège du club de foot. Otelinda Fátima Cairo, Brália Pacheco, Luís Mira Marques, Henrique Manjou Conceição, José Carlos Brito Pacheco, Paulo Jorge Pacheco de Sousa, Marcolino Mestre, Mariana Tessa Calate. Il y a un groupe de personnes qui vient prendre le courrier. Ils prennent le leur et celui de leurs voisins et puis ils le distribuent. La Poste ne paye pas pour ce service, mais c'est le seul moyen pour avoir le courrier. L'avantage, c'est qu'à Culatra, tout le monde se connaît. Les nouveaux venus sont plutôt rares. Comme toute la lagune est un site protégé, on ne peut théoriquement pas construire sur l'île, juste agrandir les maisons. Celle de Zepat est l'une des plus anciennes du village, une des plus grandes aussi. On vient de la ville. On est allés en ville tous les deux acheter ce meuble-là. Dès qu'il a fini sa marée dans les viviers, Zepat retrouve ses vieilles habitudes de pêcheur. Il n'a pas perdu la main. Pour remplir le seau aussi, il faut avoir le coup de main. Ça, c'est de l'eau de pluie dans la citerne. C'est pour faire à manger, se laver. Elle est bonne à boire aussi. Il y a des canaux là qui récupèrent l'eau sur le toit quand il pleut et l'amènent dans la citerne. On a des puits aussi, mais c'est juste pour l'eau de la lessive, pour laver les aliments. L'eau de la citerne, elle est très propre, elle est bonne.
Avant, l'eau des puits, elle aussi était bonne. Mais ils ont construit plein de fosses pour les toilettes et ça a tout contaminé. Tant qu'on ne fera pas d'égout ici, La seule eau bonne à boire, c'est l'eau de la citerne. J'avais une cousine. Chaque fois qu'elle venait sur l'île, elle voulait absolument boire de l'eau de la citerne. Elle disait que chaque fois qu'elle en buvait, ça faisait du bien à ses intestins. ah, il est presque midi. À midi, chez Janoka, en face de l'embarcadère, on ne boit pas beaucoup d'eau, mais on est solidaire. C'est vrai que vivre sur une île, même si elle est très proche de la terre ferme, ce n'est pas toujours facile. Il vaut mieux être unis. Tant qu'on n'a pas l'eau potable, on ne vote pas. On l'a déjà fait pour l'électricité. Avant, il n'y avait pas de courant sur l'île. Aux élections, on a tous refusé de voter et on a eu l'électricité. Ça a marché une fois, ça marchera peut-être deux. Ici, quand il y a un problème, on le règle entre nous, à l'amiable. Il n'y a pas de police ici, tout le monde est ami. Et jusqu'à présent, ça marche très bien. Rien ne semble pouvoir troubler la douce vie des habitants de Kulatra. Même pas l'aéroport de Faro, pourtant juste à côté. Dès que le soleil a un peu baissé, l'île reprend des activités un peu plus violentes. La marée est déjà haute. Domingos a fini sa journée depuis longtemps déjà. Je viens ici tous les jours. C'est là que je passe mes meilleurs moments. Quand j'ai fini le déjeuner, je fais ma petite sieste. Et puis je viens ici. D'ici peu, c'est l'heure de dîner et voilà, la journée est passée. Rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Il y a ceux qui font rien et puis il y a ceux qui continuent à travailler, même à marée haute, tout au bout de l'île, à l'est. Tout le monde vient ici chercher du sable pour les viviers. C'est le meilleur endroit. Comme c'est une zone qui a toujours du sable, on a le droit d'en retirer. La mer en ramène tout le temps, elle en enlève, elle en ramène. Il y a toujours du sable ici. José est venu chercher du sable pour le vivier de Zepat. C'est son travail, il fournit les propriétaires de viviers sur commande. Moi j'ai déjà coulé 3 fois. Le vent s'est levé, la mer a commencé à se former et j'ai coulé. Je cherche les viviers. Les marques. Le propriétaire met des piquets pour qu'on se repère. Je suis vraiment tout près. Il y a 6 tonnes de sable, faut tout jeter. Après, je reviendrai à marée basse pour l'étaler.
Pour l'instant, il reste en tas, comme ça. C'est pour boucher les trous que fait la mer. Et on va voir si j'ai encore la force de relever l'ancre. Il est 6 heures, le marchand de sable est déjà passé. Mais pour les pêcheurs, la journée ne fait que commencer. Ceux qui n'ont pas leur propre bateau travaillent la nuit pour des armateurs d'Olian. C'est un des plus gros ports sardiniers du pays. Pour les autres, ceux qui travaillent à leur compte, c'est aussi l'heure de sortir pour aller poser les filets. Au village, c'est l'heure de l'apéro et des confidences. José est l'un des doyens de l'île et il se souvient encore de tout ce qu'il y a vécu. Je suis né ici. Mes parents aussi, ils sont nés ici. À l'époque, il y avait vraiment très peu de personnes. Et les maisons, c'était une ici, une là-bas loin, l'autre loin de l'autre côté. Très peu de maisons aussi. Et on avait faim. Il y avait du poisson, oui, mais il ne valait rien. Ça ne nous donnait pas de quoi acheter à manger. Alors, on mourait de faim. Pourquoi les gens sont venus ici? Oui, s'il y avait tant de misère, c'était quand même mieux ici. Parce que même comme ça, il y avait moins de misère qu'à terre. On ne payait pas de loyer, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Mais il y avait déjà des palourdes, non? Il y avait des palourdes, oui, mais elles ne valaient rien. Aujourd'hui, c'est un vrai paradis. Quand le soleil se lève sur ce petit paradis, Zépat et Alexandre sont déjà en mer. Alexandre est le seul des 3 fils de Zépat qui soit resté sur l'île. Il n'y a que des araignées. Pas une seule. Ici, pratiquement tous les hommes jeunes sont pêcheurs, sauf peut-être 3 ou 4 qui ont fait des études. Quand je suis né, tous les pêcheurs travaillaient à la rame ou à la voile. Le premier moteur de mon père, je me souviens, j'avais 5 ou 6 ans.
Et puis l'île devait être la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. La Passe n'était pas du tout où elle est maintenant. Ça, c'est les tempêtes. Avant, il y en avait beaucoup. Elles remuent le sable et ça fait ça, ça avance, ça avance. C'est la nature qui fait ça, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'emprisonner. Qui sait où ça va s'arrêter? De l'autre côté, le premier ferry vient d'arriver à quai. Il est 7 heures, l'île s'éveille. C'est presque marée basse, et tandis que les uns vont vers les viviers, les autres prennent le chemin inverse, celui de la grande plage au bout de l'île. Ce sont surtout des femmes, comme Esmeraldina et sa sœur, Veronica. Elles aussi, elles vont faire leur marée. C'est loin, il faut marcher beaucoup. On fait ça tous les jours et en été 2 fois par jour. Esmeraldina et sa sœur marchent pendant à peu près à 1 heure dans le sable. Elles font tout ce chemin pour aller chercher des palourdes sauvages, des petites. C'est ce qui servira de semence pour les viviers. Quand on voit 2 trous, 2 petits yeux comme ça, c'est qu'il y a une palourde en dessous. Comme ça. Là, en l'occurrence, il n'y en avait pas, mais bon. Il y a des jours où on en trouve et d'autres non. C'est un très grand mystère. En été, ça va, on vient en short ou en maillot. En hiver, c'est une autre histoire. Il y a des fois, on est obligé de rebrousser chemin à cause du froid et de la pluie. C'est très dur en hiver. En général, on vient à plusieurs, c'est plus sympa. Seul, on a l'impression d'être muette. Quand on discute, la marée passe plus vite. Ma mère a fait ça toute sa vie, elle aussi. Oh, j'ai la vue fatiguée. Même avec des lunettes, il y en a qui m'échappent. J'ai déjà eu beaucoup de marées dans ma vie. Il y a les gens qui vendent les palourdes, les autres qui ont les viviers. Ils vont à la capitainerie, ils font ce qu'il faut, et après, plus personne ne peut aller creuser sur leur vivier, seulement eux. Nous, on n'a pas de vivier, on n'avait pas assez d'argent pour ça. Esmeraldina va vendre ses palourdes sur le petit port à côté de l'embarcadère. Il y a 4 revendeurs sur l'île. Ils achètent les petites palourdes à ceux qui les ramassent, les vendent à ceux qui ont des viviers, et puis lorsqu'elles sont grosses, ils les rachètent, cette fois le double du prix, pour les revendre en ville. Je ne sais pas combien on a de kilos. Je sais seulement que ça fait 50 €. C'était quoi, 7 kilos? Ça va pour vivre, il faut bien. Maintenant, je vais aller déjeuner. J'ai fait ma marée.
Chez Zepat aussi, la journée de travail est terminée. Alexandre a vendu ses poissons et son frère, Virgile, vient d'arriver de la ville. On peut enfin passer aux choses sérieuses. Ici, c'est la région du pays où il y a le plus de chômage. Alors, tout le monde se tourne vers la lagune. Oui, quand il y a 20 ans, 100 personnes vivaient de la lagune. Aujourd'hui, elles sont 10 000. Et puis, il y a des palourdes de Tunisie qui nous font de la concurrence. Elles sont plus grosses, mais elles n'ont pas le goût des nôtres. Les nôtres, c'est vraiment les meilleurs. Les meilleurs du monde. Les meilleures palourdes du monde exigent parfois des sacrifices. Et cet après-midi, Domingos doit profiter de l'heure de la sieste pour aller en semer quelques-unes dans les viviers. C'est le bon moment, la marée est en train de monter. Ça, c'est mon petit bout de terrain à moi. C'était libre, alors on l'a occupé. Et c'est devenu privé. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau quand on sème. Jusqu'ici à peu près. Elle rentre mieux dans le sable. Sinon, le soleil tape dessus et elle meurt. Je viens tous les jours sur le vivier, tous les jours. Et quand je n'y suis pas, je suis sur la plage, en train de ramasser des semences. J'adore cette vie. Dans 8 mois environ, et beaucoup de marée, les palourdes de Domingos seront bonnes à récolter. Tant que la mer continuera à descendre et à monter, tant qu'il y aura des marées pour rythmer les journées, le petit monde des habitants de Coulatra continuera à tourner. Lisbonne, la capitale avec l'entrée du Tage, c'est un accès facile pour ce port. C'est un port très protégé, port de commerce. C'est d'ici aussi que sont partis les grands conquérants. Et puis Juliette, pendant très longtemps, ce port a été un port de pêche. Oui, et c'est difficile de parler du Portugal sans parler de la pêche, car ce petit pays a toujours puisé ses ressources en mer. Alors parmi tous les poissons qu'il a pêchés, il y en a un qui a joué un rôle essentiel, fondamental. C'est la morue. C'est la morue, effectivement. On dit bacalhau en portugais, c'est aussi le plat traditionnel ici. Alors aujourd'hui, il est encore présent dans la cuisine locale, et il y a même 365 façons différentes par jour. Voilà, de le cuisiner. On dit même que les Portugais ont leurs espoirs pour vivre et la morue pour survivre. Il est 7 heures. Le Florinda entre tout doucement dans l'eau mi-douce, mi-salée de la lagune d'Aveiro. Il vient d'Islande, de 3 semaines de mer, et transporte dans ses cales 800 tonnes de poissons, de la morue séchée. On passe dans différents ports où les pêcheurs ramènent leurs poissons et le préparent. Ils le salent. Nous, on le charge simplement en palettes. En fait, on fait à peu près une dizaine de ports entre la Norvège et l'Islande pour remplir le bateau. Ensuite, pour le retour, on charge du vin, des choses comme ça, des bons produits d'ici.
is good from these countries. De la morue à l'aller et du vin au retour. Le Florinda fait ce voyage une fois par mois. Mais il n'amène à Aveiro qu'une petite partie de la morue importée aujourd'hui au Portugal. Au total, un peu plus de 64 000 tonnes. Autrefois, quand les navires morutiers rentraient au port, à Aveiro ou Figueira da Foz, c'était du travail et du pain pour toute la région. Elles arrivaient par tonnes. De la morue, on en mangeait presque à tous les repas. Il fallait les saler, les étendre au soleil et les laisser sécher doucement dans le vent. Il y en avait partout. À Aveiro, la lagune fournissait le sel et l'eau, tout ce qu'il fallait pour la préparation. Aujourd'hui encore, c'est là qu'est concentré le gros de l'industrie morutière. Le séchage au soleil n'a plus beaucoup d'adeptes. Mais pour bien la préparer, cette morue, presque rien n'a changé. C'est un vrai savoir-faire. La qualité du sel est extrêmement importante, comme un bon séchage, un bon temps de maturation. Tout est important. Le Portugal et la morue, l'ami fidèle comme on l'appelle ici. C'est une histoire qui remonte au tout début du XVIe siècle, quand les Portugais ont découvert Terre-Neuve. Depuis, ils n'ont jamais arrêté d'en manger de la morue. Ce sont même les premiers consommateurs au monde. Les Portugais aiment vraiment la morue, comme ça, salée et séchée. Comme ça se faisait il y a très longtemps. C'est un processus traditionnel. C'est une culture traditionnelle des Portugais. C'est avec une emphase toute particulière que s'est déroulée cette année la bénédiction des navires morutiers qui partaient pour Terre-Neuve. Sous le régime de Salazar, la pêche à la morue est une affaire d'État, une véritable institution. À l'époque, de véritables armadas de 30 ou 40 navires partent pour des campagnes de 6 mois dans les grands bancs de Terre-Neuve ou bien au Groenland, avec entre 70 et 100 hommes à bord. Chaque année, la flotte est réunie pour recevoir la bénédiction de l'Église. Un spectacle épique, minutieusement étudié et orchestré par le pouvoir. La propagande parle alors d'épopée. Elle glorifie, mystifie même, le dur travail des pêcheurs. Ils deviennent les héros des mers. Ça, c'est ma fiche d'inscription à la commission des pêches. Quand j'ai débuté dans la morue, j'avais 18 ans. La commission, c'était l'organisme qui se chargeait de répartir les pêcheurs dans les différents navires. Les officiers, eux, pouvaient choisir leur bateau. Il y a tout mon parcours et tous les navires sur lesquels j'ai embarqué. Francisco Marques a été capitaine de morutier pendant 38 ans, jusqu'en 1986. Aujourd'hui, il est une sorte de consultant au musée maritime de Ilhavo, juste à côté d'Aveiro. Ça me rappelle plein de choses. Je connais tous ces hommes, les capitaines, les officiers. Je me souviens la vie qu'on menait, certains moments de la vie à bord.
Les pêcheurs se levaient à 4 heures du matin. C'est le capitaine qui les réveillait en criant « Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué et adoré. Il est 4 heures, nous allons prendre la mer. » Le cuisinier leur donnait du poisson frit, du pain, des olives et de l'eau, et ils partaient travailler. Le plus dur, c'était la difficulté de la vie en pêche. Parce qu'il fallait qu'on attrape un maximum de poissons pendant qu'il faisait beau. On devait absolument profiter du beau temps parce que, compte tenu des conditions de pêche dans les Doris, on ne pouvait pas pêcher par mauvais temps dans ces embarcations. Donc, on était continuellement obligé de travailler et on ne se reposait que 4 ou 5 heures par jour. Au retour, la vente de la morue était assurée. L'armateur livrait tout son poisson à la commission régulatrice du commerce de la morue, qui, elle, se chargeait de le distribuer aux grossistes. Aujourd'hui, plus de 95% de la morue consommée au Portugal est importée. Elle vient surtout d'Islande, de Norvège et de Russie, dans des bateaux comme le Florinda, ou bien encore en container. L'industrie a du mal à lutter, car de plus en plus, le poisson arrive déjà préparé. La flotte de pêche, elle, c'est comme des agrégés. Il ne reste aujourd'hui que 14 chalutiers et des quotas européens qui se resserrent d'année en année. On parle même d'un moratoire sur la pêche, car les stocks sont menacés. Les grandes armadas et leurs héros des mers appartiennent définitivement au passé. Au sud de l'embouchure du Tage, tout près de Lisbonne, en fait, il reste encore des plages et des dunes balayées par les vents et les marées, et surtout encore vierges de toute construction. Ici, on peut se baigner dans une eau plutôt vivifiante, c'est normal, c'est l'Atlantique, même en été, il peut faire assez froid dans l'eau ici. Plus à l'est, vers la frontière espagnole, vers l'Espagne, l'ennemi héréditaire, l'ennemi historique du Portugal, c'est un tout autre monde. Un monde de salines, de terres arides, il peut faire jusqu'à 40 degrés à l'ombre dès le mois de juin. C'est un pays où les morsures du soleil laissent des empreintes dans le sol, comme dans les esprits. On est dans le sud. De l'autre côté de la rivière Guadiana, c'est l'Espagne. Ici, c'est le Portugal. Entre les deux, les 2000 hectares de la réserve naturelle de Sapal, le territoire des oiseaux. De la Méditerranée toute proche, on a ici les 200 jours de grand soleil par an, et de l'Atlantique, à côté, il y a les marais et l'eau de mer qui reste prisonnière des salines. Annabella Rezende travaille à la réserve naturelle. Elle est descendue dans les marais salants pour les oiseaux d'abord, et finalement, elle a craqué pour la beauté du labyrinthe vert et blanc et les gens qui y travaillent. Je trouve non seulement beau, mais je trouve incroyable et admirable la persistance de ces gens qui défendent quand même un métier qui n'est pas lucratif, mais qui est leur métier.
vis-à-vis de tout ce qui peut être une offerte beaucoup plus rentable dans cette région. Il y a le tourisme, il pourrait aller dans les bâtiments et tout ça. Il pourrait travailler ailleurs. Il reste là. C'est un choix. Et j'ai bien compris que c'est pas seulement un choix, mais c'est une fierté plus ou moins cachée sur la façon de faire le sel. Et il me raconte ça comme des histoires. Moi, si vous savez, moi je fais comme ça et comme ça et comme ça. C'est le très ancien savoir-faire de Mario Lorenzo. Depuis la nuit des temps, les paysans font monter l'eau de mer sur de petites parcelles d'argile et cultivent le sel à la bonne saison. Au pied des remparts que l'on dit construits par les morts, le sel a toujours été précieusement récolté. La salaison, c'était jadis la seule façon de conserver les aliments. Avoir un petit bout de saline ici, c'était avoir un peu plus d'argent. Du plus jeune au plus vieux, tous ont ratissé ou porté les sacs de sel sous un soleil de plomb. Le truc, c'est que le circuit de l'eau, je l'ai dans la tête. Elle descend, fait une boucle, remonte, jusqu'à ce que le degré de sel soit comme il faut. C'est un compliqué réseau de bassins et de petits canaux, de bouchons d'argile pour modifier à son gré le fil de l'eau et n'en garder que le meilleur, la fleur de sel. Là où il s'agissait au départ de sauver les salines traditionnelles, pour en sauver en fait la faune et la flore, on se prend maintenant à rêver de faire renaître vraiment ces marais salants à l'ancienne, juste à côté des salines industrielles. Si vous regardez bien, les cristaux ne sont pas pareils. Ça veut dire qu'il y a les cristaux du chlorure de sodium et puis il y a tous les cristaux des autres sels minéraux. C'est ça qui fait l'intérêt du sel traditionnel. Voilà, c'est ça. C'est qu'il devient... d'habitude, je rigole un peu, je dis, j'ai un peu de la mer en poudre dans ma main. C'est bien l'image de ce genre de sel. Il garde presque toutes les propriétés de la mer, quoi, de l'eau de la mer. Refaire du sel traditionnel, estampillé Castromarine comme une sorte d'appellation contrôlée, c'est peut-être cela l'idée. Après tout, le sel a fait la prospérité de la ville. En 1960, Castromarine produisait encore un quart du sel national. Mais aujourd'hui, le Portugal rêve peut-être plus de modernité que de nostalgie. Et sur les murs, le carrelage fait illusion de loin et prend la place de la faïence bleue et blanche traditionnelle, les azuleros. C'est beaucoup moins beau, mais beaucoup moins cher. Et pourtant, qui sait, à Castromarine, la belle endormie, on est toujours un peu amoureux quand même des belles salines, fragiles, que l'on va peut-être sauver. Vous aimez vraiment ce métier? Ah oui, j'aime vraiment ça. Et je crois que je continuerai tant que je pourrai. Je dirais que le plus important pour moi, c'est la reconnaissance sociale et économique. Parce que je me retrouve avec 20 gosses, c'est pas des gosses, mais enfin des mecs de 20 ans qui veulent apprendre à devenir des paludiers et qu'il y a aussi même des femmes qui veulent le faire. L'opinion générale, quoi, quand on a débuté avec ce truc des salines, c'est mais ils s'en foutent, ça va pas marcher, etc. Ben, tout le monde dit maintenant, oh non, nous on a le meilleur sel du monde. Écoutez, qu'est-ce que c'est?
de décor, changement de saison, c'est l'hiver ici, et surtout changement d'histoire. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets bouleverse le Portugal. C'est la fin de la dictature, le pays découvre la démocratie et s'ouvre sur l'Europe. C'est surtout le début de la décolonisation. Et depuis ce jour-là, des milliers d'immigrants venus de l'Afrique, des anciennes colonies, débarquent dans les rues de Lisbonne en rêvant d'y trouver une vie meilleure. Officiellement, aujourd'hui, ils sont 350 000 venus du Cap-Vert, de Guinée, du Mozambique ou d'ailleurs. Ils sont arrivés, des rêves plein la tête et pas toujours préparés à la réalité. Il est presque minuit sur les quais de Belém. La halle aux poissons commence à s'animer. Comme les bateaux de pêche sont de plus en plus rares, le poisson arrive surtout par la route, dans des camions. Il s'échange ici entre grossistes de Lisbonne et de toute sa région, de 1h environ à 8h du matin. Le poisson qui est vendu ici vient essentiellement des différentes criées du Portugal et du marché extérieur. Espagne, Mauritanie, Maroc et Sénégal. Pendant toute la nuit, les cajots passent de main en main, de vendeurs à acheteurs, d'acheteurs à porteurs. Et les porteurs ici, ce sont surtout des femmes. Elles sont là toutes les nuits. Les gens les appellent, elles transportent le poisson jusqu'au camion et elles sont payées au cajot. Elles ont 10, 12, 15 clients par nuit. On charge, on décharge les caisses de poissons, on se fait payer, puis on revient et on recommence. Vous êtes employé par quelqu'un? Non, on est à notre compte. Et vous arrivez à gagner combien en une nuit? Pas beaucoup, ça dépend. 5, 6, 7 euros. Mais bon, il n'y a pas de travail ailleurs, alors on reste ici pour essayer de gagner notre vie. Pour nourrir nos enfants. Une porteuse comme Armelinda gagne 25 centimes par cajot. Il en faut donc un certain nombre pour gagner sa soirée, mais même comme ça, la concurrence est rude et elle n'épargne pas les plus anciennes. On n'a que ça pour vivre. Qui voulez-vous qui me donne du travail? Une femme de 63 ans qui a fait ça toute sa vie. Avant, je portais tout sur la tête, 60-70 kilos. Maintenant, on a des chariots. Et puis aujourd'hui, il y a plus de noirs que de blanches. Comme blanche, on doit être 4 ou 5. Le reste, c'est toutes des femmes de couleur. Pourquoi? On ne sait pas. La plupart des porteuses viennent des anciennes colonies portugaises, surtout du Cap-Vert, la plus grosse communauté immigrée ici. Les hommes trouvent en général du travail sur les chantiers, mais pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Derrière moi, ce sont toutes des Cap-Verdiennes. Toutes. Quand je suis arrivée au Portugal, j'ai connu des collègues qui travaillaient ici depuis longtemps. C'est elles qui m'ont amenée. C'est comme ça que j'ai commencé et je suis toujours là. Pour travailler au marché, personne ne leur demande rien. Elles n'ont pas besoin de papier, de permis de travail ou de formation particulière. Il leur suffit d'acheter un chariot et puis d'avoir quelques connaissances à l'intérieur. C'est facile de gagner un peu d'argent ici. C'est parce qu'on travaille à notre compte. Et personne ne vous demande rien? Il faut juste se procurer un badge. Avec un badge, tu peux rentrer à partir de minuit. Ceux qui n'en ont pas ne peuvent rentrer qu'à 5 ou 6 heures du matin. Moi, j'ai aussi un autre travail. Je commence à 4 heures l'après-midi et je sors à 9 heures.
Anna-Rita a 25 ans. Elle travaille depuis quelques mois comme vendeuse chez un grossiste, mais elle a mis presque 10 ans pour se faire une place sur le marché. Je suis là depuis toute gamine. Je connais tout le monde ici et tout le monde me connaît. Qu'est-ce que tu veux? C'est 25 €. J'ai d'abord été porteuse et puis j'ai commencé à travailler dans les entrepôts. C'était un peu stressant au début, mais c'est tout. Beaucoup de ces femmes sont là parce qu'elles ne parlent pas bien le portugais ou parce qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Et puis il y a aussi des adolescents. Ils essayent de gagner de quoi acheter leurs livres scolaires, leurs vêtements. Quand les familles sont nombreuses, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, les jeunes maintenant se tournent plutôt vers le trafic. Comme la plupart des femmes qui travaillent sur le marché, Anna-Rita vit en banlieue de Lisbonne, dans le quartier du Cimé, au nord de la ville. Un de ces quartiers oubliés où on ne parle que le créole. Il y a pas mal de clandestins, même parmi les enfants qui sont nés ici. Certains parce que le gouvernement ne leur a pas donné de carte de séjour. Et d'autres parce qu'ils ne se sont pas occupés des papiers. Ses parents, à elle, sont arrivés au Portugal juste après la décolonisation, il y a un peu plus de 25 ans. Ils sont venus vivre dans les quartiers nord, comme beaucoup d'émigrés africains. Son père est capverdien, sa mère de Sao Tomé. Rita, elle, c'est une vraie fille du quartier. On est arrivés nombreux. Au début, on s'est installé chez mon frère. C'était pas très facile. Mais après, ça s'est arrangé. Mon mari a trouvé du travail et puis moi aussi. Son premier travail, quand elle est arrivée, ça a été porteuse à la halle aux poissons. Là, j'avais pas de sécurité sociale, rien. Quand j'y allais, je gagnais quelque chose. Quand j'y allais pas, je gagnais rien. Moi, j'ai commencé à y aller à 15 ans, avec ma mère. Pour les gens là-bas, j'étais la petite. Je les suivais partout. Alors ils m'ont pris sous leur coup. Ils m'ont appris à charger, à décharger, à faire la vente. Et voilà, j'y suis toujours. J'adore ça, travailler avec des milliers de personnes, être avec les gens, communiquer, c'est tout à fait pour moi. J'aime discuter, crier, négocier, manipuler l'argent et faire des affaires. J'ai déjà fait tous les métiers. J'ai été boulangère, pâtissière, mais c'est vraiment celui-là que j'aime. J'ai pas à me plaindre. J'ai toujours eu de la chance dans mon travail. Comme tout le reste du pays, la côte du Portugal est à multiples facettes. Paysages plats de salines, longues plages de sable fin au sud, et puis ici, au nord de Lisbonne, des rochers, des falaises, et bien sûr l'hiver, les déferlantes qui viennent de l'Atlantique, c'est très puissant, c'est très dangereux, méfiance extrême. Pas de quoi en tout cas affoler les petits pêcheurs portugais qui, comme leurs voisins espagnols, prennent des risques considérables pour capturer un petit crustacé dont raffole toute la péninsule ibérique.
Je regarde comment est la mer. Demain, il peut y avoir du brouillard. Alors je vais voir comment elle est pour savoir où je vais pouvoir aller travailler. On fait toujours comme ça. Quand elle est comme ça, on dit qu'elle est calme. L'océan est très fort ici. Quand il y a de la mer aux Açores, 2 jours après, elle est ici. Ça ne loupe pas. Sur les 750 000 qui séparent les Açores des falaises de Sagres, rien n'arrête l'océan. Sagres, c'est comme un mur au bout du Portugal, le bout du bout de l'Europe. José a passé toute sa vie dans ces falaises. Ce sont elles qui le font vivre. Le plus souvent, il travaille seul, mais quand il peut, il emmène son ami Hannibal, un peu comme un élève, et puis à 2 à certains endroits, c'est quand même plus sûr. Pour descendre jusqu'à la mer, il y a des dizaines et des dizaines de chemins cachés dans les falaises. On ne peut y aller qu'à marée basse, quand les vagues viennent se briser bien loin des rochers. L'idéal, c'est pendant les grandes marées, comme aujourd'hui. Ils sont grands, ceux-là. Le trésor de ces falaises, ce sont donc les pousse-pieds. Ici, on les appelle des percebes. C'est ça qu'ils viennent pêcher. Ces drôles de mollusques qui ressemblent à des griffes et s'accrochent aux rochers, là où personne ne peut les voir, ni venir les menacer. Je me suis déjà évanoui une fois ici, mais il y avait beaucoup de mer, c'était pas comme aujourd'hui. Heureusement, il y avait un collègue avec moi. Les percebes, c'est un peu le caviar du rocher, un fruit de mer de luxe, un bien précieux, jalousement gardé par les vagues. Un des principes de base de notre travail, c'est de ne jamais lever les yeux, toujours regarder la mer. Quand on se prend mal une vague, c'est parce qu'on ne la regarde pas. Toujours. J'ai appris ça avec toutes les baffes que je me suis prises durant des années. Ça fait plus de 30 ans que José roule sa bosse dans les falaises de Sagres. Il connaît tous les courants, toutes les cavernes, toutes les pierres, et il sait exactement la façon dont les vagues viennent se briser contre elles. C'est un bon professeur. Il a une histoire à raconter sur presque chaque pierre. C'est que ça fait vraiment longtemps qu'il fait ce métier. C'est comme s'il était né sur un rocher. La mer ne laisse pas beaucoup de temps pour pêcher. 2h30, 3 heures environ, jusqu'à ce que la marée remonte.
C'est toujours elle qui décide quand on peut commencer et quand il faut s'arrêter. Histoire connue. Il y a 12 ou 13 jours que je ne gagne rien. Il n'y avait pratiquement pas de marée et la mer était trop forte. C'est comme ça en cette saison en automne. On travaille 2 ou 3 jours et on reste une semaine sans rien faire. Il faut faire des économies pour l'hiver. Ils sont déjà vendus. Mes pousse-pieds, ils sont toujours vendus à l'avance. J'ai des acheteurs fixes. Là, il y a à peu près une quinzaine de kilos. Ça fait 75-80 euros. 80 euros pour 3 heures de travail, ce n'est pas si mal dans un pays où le salaire minimum est d'environ 350 euros. La plupart du temps, les pousse-pieds se vendent de la main à la main, directement aux restaurateurs de la région, de Lagos, Sagres ou de Villa d'Obispo, le village de José. C'est de là que viennent tous les pêcheurs professionnels. De Villa d'Obispo, on ne voit pas la mer. Elle est à 2 km, mais on ne parle que d'elle. Ça a toujours été le village des pêcheurs de pousse-pieds. C'est comme ça, les percebes, c'est la spécialité des hommes d'ici. Avant, mis à part la terre, la seule source de revenus, c'était les pousse-pieds. Dans la famille de mon père, ils étaient tous pêcheurs de pousse-pieds. Même ma mère, elle faisait ça. Ils y allaient par équipe de 4, 5 ou 6. Dans le groupe, il y en avait toujours 1 ou 2 qui savaient nager. C'est eux qui passaient devant. Et ceux qui ne savaient pas nager, ils y allaient quand même. Ils sont encore une vingtaine à Villa d'Obispo à vivre de ces falaises, à travailler suivant les caprices de la mer. Beaucoup ont laissé tomber ces dernières années. José, lui, est resté. J'ai toujours aimé la mer. J'ai déjà eu des frayeurs. Elle peut me maltraiter, mais je suis toujours prêt à revenir près d'elle. J'ai jamais eu peur. Je compare ça aux toreros ou aux pilotes de Formule 1. Ils se ramassent un jour, mais le lendemain, ils sont encore là. C'est la même chose.
Pour rejoindre notre prochaine destination, nous allons quitter Lisbonne, le Tage et son balai de ferry pour mettre le cap à l'ouest en direction de l'île de Berlenga. Au Portugal, tout le monde ou presque connaît Berlenga. Pourtant, cette île minuscule est inhabitée pendant toute une partie de l'année et même à la belle saison, l'accès des visiteurs y est strictement réglementé. Seulement voilà, Berlenga est un lieu unique en son genre, protégé à la fois par les hommes et par la mer. Visiter Berlenga, ça se mérite. Quelle que soit la saison, le voyageur n'est jamais à l'abri d'une traversée houleuse. 14 km seulement séparent la côte portugaise de l'île de Berlenga. Face à la ville de Peniche, à 80 km au nord de Lisbonne, ce bloc de granit est unique en son genre. Berlenga est la seule réserve insulaire sur la côte ibérique du Portugal. Une réserve ouverte à l'homme, mais en nombre limité, car les véritables propriétaires des lieux, ce sont les oiseaux. Des dizaines de milliers d'oiseaux de mer, guillemots, goélands ou cormorans, qui au gré des saisons viennent nicher sur l'île. Ici, ils sont partout chez eux. Cela fait 12 ans que Paulo arpente Berlenga dans tous les sens. Gardien de la réserve, il vit en permanence à l'écoute des cris de ses habitants. Si on est dans le territoire, là c'est stressant. Si on va un peu vers près des nids, leurs cris sont vraiment violents. Et parfois, ils frappent avec le bec, avec les ailes, les pattes. Je crois que c'est leur objectif. C'est de faire peur et ça énerve. Pendant longtemps, Berlenga n'a eu qu'une seule fonction, défendre le littoral portugais depuis la forteresse Saint-Jean-Baptiste. Puis, après le départ des militaires au XIXe siècle, l'île est restée quasiment inhabitée. Sa nouvelle vie, Berlenga la doit aux scientifiques bien sûr, mais aussi aux pêcheurs. Au début, ils venaient du continent pour de courtes périodes de travail. C'était il y a 40 ans. Depuis, ils ont construit les seules maisons de Berlenga, un village en modèle réduit. Quant aux touristes, ils disposent d'un terrain de camping. Cette formule d'accueil est volontairement rustique, car pour préserver l'équilibre du site, la loi limite la présence humaine à 300 personnes. Cette règle, les pêcheurs de bar sont les premiers à s'en féliciter. Chaque année au printemps, 14 familles établissent leur quartier sur l'île pour un séjour de 6 à 9 mois. Berlenga alors leur appartient un peu. À mon avis, c'est très intéressant que l'île soit une réserve naturelle. Pour nous, ça ne crée aucune contrainte, au contraire. Comme ça, l'ambiance entre nous est préservée. On pêche tranquillement nos poissons et on est heureux entre nous. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est mon opinion. Vivre dans une réserve pour moi, ça n'a que de bons côtés. Lourdes vient régulièrement depuis 3 ans pour son travail à Berlenga. Elle est biologiste à l'Institut de conservation de la nature. Elle s'occupe de la colonie la plus nombreuse, celle des goélands. Au dernier recensement, elle en a décompté 20 000. Chaque été, c'est le même travail. Lourdes identifie ses pensionnaires en leur posant des bagues. Elle choisit les plus robustes qui bientôt s'envoleront très loin, pour certains jusqu'en Angleterre. Je mets 1000 par an et ça sert pour étudier la dispersion
pendant l'hiver et aussi la survie. Et dans 3 à 4 ans, on peut aussi étudier la fidélité à la colonie, parce qu'on peut voir si ces oiseaux retournent ici pour se reproduire. Le soir à Berlinga, le concert de cris diminue progressivement. Enfin, l'île va profiter d'un silence relatif. C'est l'heure pour l'équipe de la réserve naturelle d'aller travailler sur une autre espèce. Un oiseau que l'on ne voit jamais à terre pendant la journée. Il ne quitte le large pour regagner son nid qu'à la nuit tombée. C'est le puffin cendré, un albatros qui à l'âge adulte atteindra plus d'1 mètre d'envergure. José Pedrou, l'un des biologistes de la réserve, étudie leur comportement depuis plusieurs années, sans arriver pour autant à résoudre une belle énigme, celle de la fidélité du puffin à Berlinga. Il reste sur la mer pendant 6 années et seulement après 6-7 années, il revient à terre. Et ce que nous avons observé, et l'autre chercheur aussi, c'est que les oiseaux viennent très proches des nids où ils sont nés. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a quelque chose comme une mémoire visuelle ou quelque chose comme ça qui est attrapé et après ils reviennent. Dans quelques mois, quand les derniers pêcheurs auront regagné le continent, les oiseaux seront à nouveau les seuls maîtres de Berlinga. Ils pourront alors compter sur un allié fidèle, Neptune. En hiver, aucun intrus ne s'aventure à venir le défier dans ces parages, et cela, les oiseaux le savent bien. Voilà, notre escale au Portugal s'achève. Un pays plein d'énergie qui se tourne de plus en plus vers le continent européen, sans oublier son immense passé maritime. À bientôt et bon vent! Sempre à hora certa passa por aquela casa